Et bienvenue à Suis-je québécoise. Aujourd'hui, je discute avec Alejandra Zaga Mendez, députée de la circonscription de Verdun pour Québec solidaire. On a discuté son parcours en tant que femme immigrante et aussi de diversité et d'inclusion. Bonne écoute! Et bienvenue au balado Suis-je québécoise. Pourquoi tu as accepté de venir aujourd'hui? D'abord parce que j'aime beaucoup les thèmes qu'on va aborder. C'est un questionnement intéressant qui est à l'ordre du jour. Et deuxièmement, j'aime le fait que toi, tu mets de l'avant des histoires puis des parcours de femmes racisées, des Québécoises, des toutes origines confondues. Puis je trouve c'est important de valoriser ces parcours-là. Oh, mais merci d'avoir accepté. Grand plaisir. Tu es née à Lima, au Pérou. Tu es arrivée ici à l'âge de 14 ans, si je ne mens pas. Oui. Comment s'est passée ton intégration? Moi, je suis arrivée au Québec à 14 ans. Je ne parlais pas français. Moi, je suis issue d'un milieu assez populaire. Ma mère est monoparentale. On n'est pas arrivé dans les meilleures conditions économiques, on va le dire comme ça. Je suis arrivée à Montréal-Nord. C'est là que j'ai appris le français, à la classe d'accueil, dans l'école secondaire Henri Bourassa, pour ceux qui se reconnaissent. Et c'était tout un parcours, là. C'était une grande lutte, je te dirais, quotidienne, autant au niveau de l'apprentissage de la langue, comprendre la culture, parce qu'il y a tellement des chocs culturels, surtout à l'adolescence. À l'adolescence, c'est une période que on se forme, on forme notre identité, qui on est, qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on va être. Et moi, je me suis intégrée, j'ai fait un processus d'intégration dans tout ça, fait que ça a venu vraiment définir ma personnalité. Puis quand j'ai dit que c'était une lutte aussi, c'est parce que les gens autour de moi, les milieux que je fréquentais, moi j'ai grandi dans un bloc, dans le jargon on va dire un bloc BS, là, où tout le monde recevait un chèque de bien-être social. Puis ça fait en sorte que j'ai connu la pauvreté de très près, j'ai fréquenté des banques alimentaires. Fait que ça te forme aussi, puis ça m'a sensibilisée de dire... J'arrive au premier monde, comme on dit, tu sais, j'arrive dans un pays développé, mais malgré tout ça, il y a tellement d'inégalités puis tellement d'injustices que je voyais à chaque jour, fait que mon intégration était à la fois formatrice et revendicatrice aussi un peu de ce que j'allais devenir par la suite. Là. Wow. Puis dans tout ce que tu as vécu, en fait, à l'âge l'adolescence à peu près, qu'est-ce qui t'a aidé à t'intégrer? Parce que là, tu as dit que tu allais à Henri Bourassa, tu vivais dans un bloc sûrement multiculturel, etc. Donc, qu'est-ce qui t'a aidé dans ton intégration? Beaucoup les amis que je me suis faites, beaucoup les activités que j'ai commencé à faire et j'avais aucune idée en quoi je m'embarquais, là. Je me suis rendu compte que malgré le fait que, mettons, je comprenais pas trop la société ou mon français était pas très bon, je devais prendre la parole. Je vais dire des choses. Fait que j'ai commencé à m'impliquer dans toutes sortes de comités à l'école secondaire. Oh wow! OK, dès l'âge, dès secondaire! En sortant la classe d'accueil, je me souviens avoir mis mon nom pour les questions... ma première, je me souviens très bien de ça, la première cause dans laquelle j'ai milité, je sors la classe d'accueil et il y avait une pétition à ce moment-là pour lutter contre la violence faite aux femmes. Et ils sont venus dans nos classes pour nous parler de ça et j'avais levé la main en disant « Je veux m'impliquer parce que je trouvais ça difficile de comprendre que au Québec, on luttait encore contre la violence physique, verbale, psychologique faite aux femmes. Moi, en arrivant à 14-15 ans, j'associais ça au Pérou. J'associais ça à un vécu arriéré, entre guillemets, là, parce que je ne comprenais pas encore la société. Et je me suis allée à la rencontre, puis ils nous disent non, il y a des féminicides, il y a encore des femmes qui vivent ça, de toutes communautés confondues. Et ça m'est tellement venu me chercher en disant c'est pas vrai qu'ici, on va revivre c'est que mes ancêtres puis ma famille a vécu au Pérou. C'est-à-dire, ça a venu tellement me chercher et je me suis intégrée par l'implication. C'est ça qui a fait de moi qui suis-je. C'est comme ça que j'ai appris le français. C'est comme ça que j'ai appris
les valeurs québécoises. C'est comme ça que j'ai appris comment la société fonctionnait. Parce que j'étais déjà en train de recueillir des signatures pour une pétition dans l'Assemblée nationale à 15 ans. C'est malade! Et j'ai connu plusieurs personnes d'origine canadienne française aussi qui étaient impliquées, qui me partageaient leur parcours, leurs histoires, des gens qui venaient d'Haïti, des gens qui venaient de l'Amérique latine, du Maghreb. Et que moi, ce que j'ai compris, que tous ces récits-là ensemble, dans des situations socio-économiques extrêmement difficiles, ça m'a alimenté. C'est ça le Québec pour moi. Puis c'est ça qui est devenu comme le Québec pour lequel je voulais me battre puis m'impliquer par la suite. Là. Non, c'est beau. C'est vrai qu'on dit souvent aux gens, lorsque vous avez, impliquez-vous. Allez dans les organismes communautaires, impliquez-vous, donnez du temps parce qu'on apprend rapidement, on voit ce qui se passe, on constate des choses. Puis avec les autres bénévoles, ben, on apprend à parler le français, puis aussi on comprend vraiment la culture québécoise. Mais aussi, je pense que par l'implication, ça nous donne un sens de la citoyenneté. Parce qu'être citoyen, oui, bien sûr, c'est être actif dans la société économiquement et tout, mais c'est de comprendre qu'on peut avoir une influence et que nos récits, nos histoires existent. Oui. Et pendant mon parcours, que ce soit à l'école secondaire et au cégep, parce que c'est à peu près mes 5 premières années au Québec, c'est comme ça que mon processus d'intégration s'est fait. Puis j'ai réfléchi à la citoyenneté comme qu'est-ce que fait de moi une citoyenne au Québec. Wow. Puis est-ce que tu t'es déjà posé la question, suis-je québécoise? Oui. C'est une question qui est venue, je pense, au cégep parce que je me sentais différente des autres. Moi, faut que je le dise, là, j'étais toujours la première de classe à l'école. Je le dis des fois avec un peu de... Pas de honte, mais dire... Ah oui, pourquoi? Dire avec humilité, mais il faut être fier. Il faut être fier. On aime les femmes intelligentes. Oui, donc. mais a posteriori, moi, j'ai des amis qui me disaient « Ouais, t'es la seule qui levait la main, là, puis tu me gossais un petit peu. » Là. Fait que... Puis là, j'ai eu ces conversations avec des amis de l'école secondaire. Fait qu'ils savent, là, ils vont se reconnaître là, quand je vais dire ça. Et fait que quand j'ai fini l'école secondaire, parce que je viens aussi d'un milieu immigrant dans lequel on nous met beaucoup de pression pour réussir... je me suis inscrite dans les programmes les plus contingentés et exigeants du cégep, qui étaient les double DEC, sciences littéraires. Et dis-toi que ça fait 4 ans que je parle français, que j'arrive et je suis parmi les seules personnes qui ne sont pas blanches dans la classe et que tout le monde avait tout lu. Tout le monde est allé au théâtre voir la pièce de je sais pas trop qui. Tout le monde avait été exposé à tellement des choses que moi, j'étais comme... Dans mon quartier, on me parle pas de ça. De quoi tu me parles? Et comme... fait que je me sentais vraiment en décalage avec les restes du monde au cégep. C'était vraiment... C'est là que je me suis demandé, est-ce que je fais partie de tout ça? Comme, est-ce que je fais partie de cette société? Puis la réponse qui m'est venue avec les années, c'est parce que... Oui, je fais partie de cette société-là, mais malgré cette société est tellement traversée par des inégalités sociales, des classes, des genres et raciales qui font en sorte que j'ai pas grandi, là, j'ai pas été dans les mêmes milieux. Mais ça fait pas de moi moins ou plus québécoise. C'est juste que nos récits et nos parcours ne sont pas tous mis de l'avant par la majorité. Et ça, je l'ai compris au cégep. Je l'ai compris, j'ai vu ça. Et je le disais avec respect, puis je suis tombée en amour aussi avec la culture québécoise à ce moment-là. J'ai lu du Gaston Miron, j'ai lu tous ces référents qui font du peuple québécois de ce qu'il est aujourd'hui en termes de lutte sociale, en termes d'histoire. Mais je me disais en moi-même, il me manque un bout. Puis ces bouts-là, ben, c'est peut-être à nous de le faire, de le construire, OK, c'est intéressant. l'amener. C'est intéressant. Ce serait quoi le bout qui manque? Je pense que c'est un phénomène qu'on a vu dans les dernières, je dirais, 10-15 ans. On a entendu plus parler d'autres récits, des femmes immigrantes, des femmes autochtones, surtout des peuples autochtones, des gens qui ne font pas partie de la majorité,
membres de la communauté LGBTQI+, qui vivent d'autres expériences. Et ça, pour moi, c'est important que ça se retrouve dans l'histoire puis le récit collectif et qu'on soit capable de se parler entre tous ces mondes-là. C'est comme ça qu'on construit en nous, tu sais. En nous, c'est pas tout le monde pareil. En nous, c'est ce qu'on a en commun. Puis il faut trouver du commun. Ben oui, en fait, un nous inclusif, puis tu dis il faut trouver un commun, ben on l'a, notre commun. On vit tous et toutes au Québec. C'est déjà notre point commun. Exact. On vit ici, on souhaite avancer avec le Québec puis contribuer. C'est notre projet commun. Donc là, il faut juste que le nous devienne inclusif. Exactement. Puis je trouve qu'on fait de plus en plus de travail puis des efforts là-dessus. Là, moi, je te parle depuis les années 2000 jusqu'à maintenant. Là, je le vois. Mais ce qu'il faut continuer à faire, c'est de se parler. Ma crainte, je pense que si on se met un peu dans ce qui se passe dans le monde, ma crainte, c'est on voit une polarisation puis des ponts qui se coupent, qui se brisent pour plusieurs raisons. Sans nécessairement se pointer du doigt, il y a plusieurs raisons. Que ce soit parce qu'il y a une extrême droite qui est de plus en plus forte, qui prend de plus en plus des places un peu partout. Et ça fait en sorte qu'on n'arrive plus à se parler et se raconter notre histoire commune. Et ça me fait de la peine. Puis je pense qu'il faut veiller à sauvegarder des lieux dans lesquels on a du partage respectueux. C'est vrai. Je l'ai mentionné dans d'autres épisodes, le dialogue est manquant en ce moment. On s'obstine, on arrête d'écouter quand ça ne nous rejoint plus. Il faut rétablir, tu l'as bien dit, il faut rétablir le dialogue parce que pour mieux comprendre l'autre, pour mieux comprendre la personne qui est devant toi, ben on a besoin de communiquer. Exactement. Et tout dans le respect et tout dans les limites. Je veux dire, être capable de communiquer puis de se parler, c'est bien. Et en même temps, on est capable de tracer des limites quand on entend des propos homophobes ou tracer la limite quand on voit des gestes ou des actes racistes, intolérants, fascistes. Bref, je pense qu'on doit être capable de se parler tout en sachant que on peut pas tout dire, on peut pas traverser certaines lignes, puis on est capable de le dire dans le respect puis l'écoute. C'est vrai. Le ministre Jean-François Roberge de la Coalition Avenir Québec vient de déposer au mois de janvier un nouveau projet de loi 84, je veux pas mentir, 84 sur l'intégration nationale. Oui. Est-ce que on est présentement dans une transformation de l'identité québécoise? En fait, sur le projet de loi en soi, je pense la CAQ, ce qu'elle essaie de faire, c'est ramener un débat puis un enjeu, comme régler un problème qui n'existe pas dans le sens que... Moi, je l'ai regardé le projet de loi avec mes collègues, là, puis on est un peu dans les grands concepts pour ramener la question interculturelle. L'intégration de notre Québec est toujours interculturelle, elle a toujours été, puis je pense que ça vaudrait la peine d'en discuter puis la redéfinir. Mais je vois là, il n'y a rien de concret sur lequel on peut se fier pour dire qu'est-ce qu'on fait de plus pour l'intégration. Ça, c'est du côté du projet de loi. Puis, mais pour ta question, est-ce que c'est dans... Rappelle-moi ta question, excuse-moi. Est-ce qu'on est dans une transformation de l'identité québécoise? Je pourrais pas te dire si on est dans une transformation, mais je pense que l'identité québécoise, comme tout, elle évolue, elle change. Que ce n'est dans les années 70, que moi, j'ai pas connu, puis peut-être toi non plus. L'identité québécoise, c'est une identité très revendicatrice face à un empire britannique, face à un empire américain, pour résister justement à cette oppression puis cette assimilation par des canaux d'influence, là, tu sais. Le fait qu'il y a tellement du monde qui s'est battu pour parler français puis avoir des jobs en français, ce qui est super important, hein? Puis c'est encore important aujourd'hui, puis j'en reviendrai. Mais l'identité québécoise, ça a évolué aussi parce que ces personnes-là, et tant mieux, ont lutté pour qu'on ait plus de droits sociaux. Et ça fait en sorte que à certains égards, une classe qui était ouvrière s'est retrouvée à être une classe moyenne, à être une classe qui a plus de ressources, voire d'être au top de la pyramide dans certains cas.
Donc, l'identité québécoise était peut-être moins articulée, puis je pensais autour des questions des classes sociales, mais peut-être plus culturellement. Puis c'est bien, c'est-à-dire on doit encore au Québec défendre le français, on doit encore être fiers des francophones en Amérique. Et c'est là où je pense, quand je disais d'inclure le récit, que de voir qui en ce moment est en train de faire le travail dans les manufactures, dans nos épiceries, dans nos services publics. Qui sont ces personnes-là? Qui sont nos travailleurs précaires? Il y a certaines, oui, qui peuvent venir encore d'un héritage canadien-français, mais de plus en plus, c'est des personnes immigrantes. Et c'est des personnes qui arrivent au Québec récemment, c'est des travailleurs temporaires, c'est des travailleurs qui sont venus dans les 15-20 dernières années et qui sont la force de travail en ce moment. Et qu'eux aussi font partie de la société, puis qu'ils ont des droits et qu'ils doivent avoir, selon moi, une place au récit. Et l'identité québécoise se forme et doit se former avec eux. Quand on parle de préservation du français, par exemple, je voulais revenir là-dessus. Beaucoup d'immigrants qui arrivent ici adoptent le français. C'est mon cas. C'est le cas de ma famille. C'est le cas d'autres personnes qui deviennent francophones, qui travaillent en français, qui habitent même en français parce que ils vont se marier, ils vont faire une famille ici, leurs enfants vont aller à l'école, leurs enfants vont finir par parler plus français que leur langue maternelle. Oui. Ou qui arrivent à 40, 50 ans, ils apprennent le français, puis quand ils arrivent dans le milieu de travail, on leur dit « Mais il faut que tu parles anglais aussi ». Et c'est un choc pour eux. Ils disent, mais là, c'est pas ça qu'on m'a dit. Mais bref, moi, je sens que le futur dans la langue française au Québec repose sur les gens issus de l'immigration. Et il faut qu'on soit considéré pas comme une menace à la culture et à la langue française, mais un ajout, un atout, voire on fait partie de ces, comme je dis, les récits, on fait partie du commun, puis qu'on est capable aussi de se battre pour ça. Et en même temps, de reconnaître qu'en ce moment, à cause des réseaux sociaux, à cause de la libération qu'on a de tous nos médias et tout ce qu'on reçoit, il y a une grande prédominance. On est bombardé un peu pour tout ce qui se passe aux États-Unis. On est bombardé par des idéaux qui viennent d'ailleurs. Et moi, ce que je vois des idéaux qui viennent d'ailleurs, surtout en termes des récits conservateurs qui vont contre les droits des femmes, on voit les masculinistes s'élever sur les réseaux sociaux, dire des choses atroces sur les femmes. Moi, pour moi, ça, c'est une menace à l'identité québécoise. Parce que le Québec, pour moi, c'est une terre qui défend les droits des femmes. Et quand j'entends des conservateurs de l'Ouest canadien, des conservateurs des États-Unis qui viennent dire que le rôle de la femme puis sa place est à la maison, moi, je vois ça, c'est une menace contre notre identité puis nos acquis sociaux. Et là-dessus, tout le monde au Québec, peu importe notre origine, je pense qu'on devrait comme s'unir face à ça. Puis ça fait rien. Pour répondre à ta question, je sais que c'est un peu long, ma réponse. Je trouve que l'identité peut évoluer, mais ce qu'il y en a au Québec des communs, là, c'est notre capacité à résister. C'est notre capacité à résister ensemble. Puis j'ajouterais un truc, il y a un poème qui m'avait beaucoup marqué. Et là, il y a... Tu connais peut-être l'histoire du Speak White, le poème Speak White de Michel Lalonde, qui dit, je ne vais pas le réciter, je ne l'ai pas devant moi, mais un peu qui rappelle dans les années 70-80 comment on disait aux Canadiens français Speak White pour leur demander de parler en anglais. Et il y a eu oui, parce que c'est la réalité, on leur dit Speak White, puis ils disent parle en anglais, parle la langue du boss. Et après, quelques années après, dans les années 90, il y a un poète, et là je sais peut-être, qui a fait une réplique qui s'appelle Speak. On dit Speak White, Speak What, mais je pourrais te trouver la source. Je sais que je m'excuse de mal le citer, son nom, là, j'aurais dû le noter. Et pourquoi j'avais le goût de parler de ces poèmes-là, c'est qu'il y a un bout qui m'avait beaucoup marqué, que je l'avais lu, et disait un peu aux Québécois d'origine canadienne-française, en fait, le poème parle de l'apport de l'immigration à l'identité puis aux luttes sociales au Québec. Et il nomme des vécus par les
par les personnes immigrantes au Québec. Et à la fin, il finit en disant « Nous sommes 100 peuples venus de loin pour vous dire que vous n'êtes pas seuls. Et ça, j'ai trouvé ça tellement beau de dire qu'il y a tellement de gens qui ont souffert un peu partout dans le monde, dès la guerre, dès l'impérialisme britannique, dès l'impérialisme américain, dès l'oppression, puis se ramènent ici au Québec. Ils rencontrent du monde qui ont vécu des situations assez semblables. Puis de dire, ben, on a quelque chose en commun, c'est notre capacité et notre souhait de résister à tout ça. Et je sens et je souhaite que notre identité continue à évoluer dans ce sens-là. C'est magnifique. Magnifique. À aller chercher même. Ouais. Oui. Wow, merci. On a parlé justement de, en fait, les communautés qui parfois, des gens des communautés qui sont parfois marginalisés encore aujourd'hui. Comment, je sais que Québec solidaire souhaite éventuellement que le Québec devienne un pays. Comment vous allez vous assurer qu'il n'y a personne qui soit laissé derrière? Je pense, peut-être pour faire un pas de recul, comme tu le sais, je fais partie de Québec solidaire. Je suis députée avec Québec solidaire et je suis une indépendantiste. Ça fait partie de mon parcours. Je suis une indépendantiste quand j'ai compris la dimension coloniale de la lutte pour l'indépendance du Québec. Parce que quand on lit un peu le pouvoir britannique sur le territoire du Québec, mais aussi le fait qu'en ce moment, on est sujet du roi. Ce que je trouve inacceptable. Je trouve inacceptable qu'en 2025, je dise que je suis un sujet d'un roi. Pour moi, c'est quelque chose qui aurait dû s'arrêter avec les révolutions qu'il y a eu un peu partout. C'est mon côté sud-américaine, là, parce que, tu sais, je le sais que dans les années 1800, tout en Amérique, on s'est libéré des pouvoirs coloniaux. Ça a pris du temps, des luttes, mais qu'on s'est libéré de ces pouvoirs-là coloniaux, que ce soit de la couronne espagnole, française, anglaise, un peu partout. Puis même, ça a pris plus de temps si on voit le territoire et les pays africains. Et je trouve ça inacceptable qu'on ait encore, on soit encore sujet de la reine et que le Canada demeure une monarchie constitutionnelle anglaise. Pour moi, c'est un modèle qui aurait dû être. Et qui a un rapport colonial avec cet empire-là. Puis je pense que juste nommer ces choses-là, puis pour répondre à ta question initiale, qui est comment Québec solidaire comment on rejoint les gens, je pense qu'il faut parler beaucoup plus de cette dimension-là, de cette dimension coloniale et de créer des solidarités avec les nouveaux, les néo-Québécois et Québécoises qui viennent de partout et qui comprennent très bien c'est quoi résister à des puissances coloniales un peu partout. C'est de reconnaître que faire un pays, c'est pas imposer des valeurs ou des façons de faire de la majorité envers la minorité, c'est de construire ensemble une société qui nous ressemble. Quand je dis du commun, de dire c'est quoi les valeurs communes au Québec? Je disais des résistances, mais c'est aussi l'égalité des chances. C'est le fait qu'on lutte contre de faire la construction d'un pays nous permettrait de mettre dans une constitution, par exemple, des droits et des acquis sociaux pour aller plus loin. Donc, là-dessus, la première chose à faire, c'est de rétablir nos relations avec les premiers peuples, avec les Premières Nations. On ne peut pas créer un pays qui se base encore sur une relation coloniale puis des rapports coloniaux avec les Premières Nations. C'est avoir ces dialogues que nous, on appelle nation à nation pour reconnaître leur présence. Est-ce que ça... Là, on rêve, là, mais est-ce que ça pourrait être quelque chose de... Comme ça a déjà fait en Amérique latine, qu'on parle de plurinational, dans lequel on reconnaît ces existences-là, mais ça, c'est pour moi la première étape. Et quand je parle d'indépendance, je me souviens pendant ma campagne électorale avec des gens qui me disaient « Hey, je suis pas trop convaincue. » Je disais « Ben, pour moi, l'indépendance, c'est pas une façon... Pour moi, l'indépendance, c'est une indépendance des gauches. C'est ma vision. Puis c'est une façon de nous rassembler plutôt que de nous diviser. Puis de reconnaître les droits historiques. De reconnaître qu'on a une communauté anglophone au Québec. Et de reconnaître leurs droits historiques. Et c'est bien comme ça. On va pas tasser les gens qui parlent anglais.
la langue commune des biens, oui, puis demeure le français, c'est l'est déjà. Mais on reconnaît, puis moi, j'en ai dans ma circonscription. Je travaille avec la communauté écossaise, la communauté irlandaise, qui sont quand même des communautés qui sont arrivées il y a 200 ans, qui ont travaillé fort pour bâtir le Québec et qui, dans l'histoire, ben, c'est ce qu'on appelle des anglophones avec des droits historiques, mais qu'on reconnaisse ça, puis on reconnaisse qu'ils ont le droit de recevoir des soins en anglais. C'est normal, ils font partie de notre garde communauté, de notre nous. Donc, je pense que c'est comme ça qu'on peut construire un projet d'indépendance qui est inclusif et qui respecte tout le monde. Et c'est ça ce qui est important pour moi. Ah, bien dit, bien expliqué, en très peu de temps. Donc, tu vas pouvoir peut-être éventuellement élaborer sur le sujet pour nous, pour qu'on puisse mieux comprendre. Je pense qu'il y a un besoin de comprendre c'est quoi, parce que parfois, on s'arrête juste avec le mot ou la phrase, puis on fait « non, non, non », mais je pense que vraiment, il y a de l'histoire derrière, puis il faut mieux comprendre qu'est-ce que ça veut dire en soi. Oui. Et si je peux me permettre, il y a un outil quand même super intéressant. Moi, je connais les Organisations unies pour l'indépendance, les Oui Québec, qui ont développé un outil en ligne dans lequel on peut aller poser des questions, avoir des dialogues sur pourquoi l'indépendance, qu'est-ce que ça fait dans ma vie. Il y a des livres. Moi, j'ai participé au livre, écrire les livres qui fait dire oui, pour voir d'autres perspectives aussi, comprendre les différentes dimensions. Et je ne cherche pas qu'on soit tous d'accord sur pourquoi l'indépendance, mais pour certaines personnes, comme c'est mon cas, c'est une lutte décoloniale, c'est une lutte des gauches, c'est une lutte pour l'émancipation, c'est une lutte pour l'environnement, parce qu'on va être capable de dire, d'affirmer plus nos droits par rapport à notre territoire, par rapport au respect des peuples autochtones. Ça nous donne les leviers. Bien sûr, en ce moment, tu vas me dire, avec tout ce qui se passe de l'autre côté de la frontière, que c'est le moment de le faire ou pas, on peut avoir une réflexion. Mais de l'autre côté, pour moi, je crois que le projet en soi, ça vaut la peine d'être diffusé puis de rejoindre le plus de gens possible. Donc, Oui Québec, pour aller poser nos questions, qu'ils ont sorti une plateforme pour aller poser nos questions. Oui. Qu'est-ce qui fait de toi une fière Québécoise? Nos droits sociaux. Ah! Ouais. C'est ce qui fait de moi, pourquoi je suis fière d'être québécoise, c'est quand je me promène. Moi, j'ai la famille aux États-Unis, j'ai la famille au Pérou, j'ai la famille un peu partout dans le monde. Puis, quand je parle de nos soins de santé, nos CPE, nos droits à l'éducation qu'on défend, moi, ça me rend vraiment fière d'être dans une société qui a lutté pour ça. Et je pense pas que notre fierté doit s'arrêter là. Parce qu'en ce moment, nos services publics se font attaquer partout. Et là, il faut se rappeler, c'est pas de dire on veut garder les choses telles quelles, on va pas de changement. Mais je nous invite à aller voir de l'autre côté de la frontière combien ça coûte se faire opérer, avoir des soins de santé. Il y a des gens qui hypothèquent leur maison, qui s'endettent à vie pour ça. Et ça, on n'a pas ça au Québec. Et qu'est-ce qu'on est en train de faire en ce moment, c'est de pousser de plus en plus des gens au privé, d'aller... Parce que nos soins ne sont pas accessibles. Puis on a de plus en plus des coupures. Moi, chaque fois que je vois une coupure, on n'est pas juste en train d'atteindre l'hôpital, on est en train d'atteindre notre identité comme Québécois, ce qui nous rend le plus fiers. En tout cas, moi, je suis fière de dire qu'on a un réseau des garderies publiques soutenues qui ont permis à tellement de femmes de rejoindre la force du travail, de travailler, d'étudier, de ne pas se poser la question « est-ce que j'applique ou pas parce que quelqu'un peut prendre soin de mon bébé? » là. Je veux dire, pour moi, c'est des acquis sociaux qui doivent nous rendre fiers et on doit continuer à se battre pour sauvegarder. Une des grandes luttes à lesquelles j'ai participé, comme plusieurs gens de ma génération, c'était 2012, c'est la lutte contre les frais de scolarité. Et c'est là, moi, je pense que quand je disais par l'implication puis par les luttes, qu'on devient québécois parce qu'on s'est dit, hey, on a quelque chose ici en commun qui fait en sorte que des gens comme moi peuvent avoir un doctorat quand je viens d'un des quartiers les plus pauvres puis populaires du Québec. Et pour ça, il faut se battre. Et je pense que c'est ça l'identité du Québec aussi. De se battre pour nos droits sociaux. Et la fierté ne doit pas juste s'arrêter à dire bravo, on a quelque chose. En ce moment, il faut veiller à ne pas perdre nos acquis, surtout au niveau de l'éducation et de la santé. Tout à fait. C'est quoi ton rêve, pour terminer, c'est quoi ton rêve pour le Québec en matière d'identité puis d'inclusion? Wow! Je ne me suis pas posé cette question-là. Attends, peut-être. Mon rêve pour le Québec,
c'est de faire en sorte que plus des jeunes issus de l'immigration puis de la diversité se sentent québécois. Donc, moi, je pense qu'une inclusion, c'est-à-dire, je fais partie de cette société et parce que je l'aime, parce que je fais partie de ça, j'ai le goût de m'impliquer, la changer puis faire ma place. Et pour ça, ça dépend pas seulement de ces jeunes-là, ça dépend de tout un milieu qui doit faire la place, qui doit entendre, qui doit se solidariser quand on entend, par exemple, des questions de profilage racial puis des bravures policières qui se font de façon injuste à des jeunes noirs ou des jeunes latinos. Il faut qu'on crée ces solidarités-là. Fait que moi, mon rêve pour l'inclusion, c'est qu'on soit capable que plus des jeunes se disent « je fais partie du Québec », plutôt de dire « non, cette société-là me rejette ». Et je pense qu'on a du travail à faire. Puis ça commence par renforcer comme je disais, nos acquis, donner plus des chances économiques, sociales à nos jeunes, parce que quand tu vis en bas de l'échelle sociale et que tu travailles fort, mais tu n'arrives pas, tu t'endettes, tu as la crise du logement qui ne te permet pas d'avoir un toit sur la tête, mais c'est sûr que tu sens enragé dans cette société. Et en plus de ça, on voit toutes les choses qui arrivent en termes du racisme systémique, mais c'est sûr que tu sens que tu n'as pas ta place. Puis pour moi, c'est important que tout le monde ensemble, en luttant contre les inégalités, on puisse faire en sorte que ces jeunes-là se reconnaissent dans notre Québec et qu'eux aussi vont un jour se battre avec tout le monde pour garder nos droits sociaux, pour garder le français, pour garder le Québec, parce qu'ils font partie, puis on les valorise. Puis c'est ça que je souhaite. Merci, Alejandra. Merci.